et à toutes. Bienvenue. Je vais tâcher d'être brève puisque c'est nos 3 conférenciers que vous êtes venus écouter. Donc, ils vont nous parler des maths dans vos oreilles, la musique à l'ère du numérique. Donc, on a la chance d'avoir 3 conférenciers qui viennent d'horizons divers. On va commencer avec Romain Joly, qui est un mathématicien qui nous vient de Grenoble, spécialiste des équations aux dérivées partielles, mais pas de panique, il a l'habitude de parler devant des publics non spécialistes. Il va donc nous parler de la décomposition de Fourier et des fréquences et nous expliquer pourquoi la casserole est un mauvais instrument de musique. Ensuite, nous aurons Carmine Cella, qui est un compositeur et un chercheur. Donc actuellement, il travaille à l'ENS Paris, mais il a travaillé à l'IRCAM et c'est de ses travaux à l'IRCAM qu'il va nous parler. Il est spécialiste de la structure logique de la musique. Et il va plus précisément nous parler des représentations symboliques de la musique. Enfin, on aura la chance d'avoir l'aspect plus social de la musique qui sera développé par François Debruyne, qui est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à Lille, au département de la culture de Lille 3. Il est donc spécialiste de l'expérience musicale et de ses transformations, et notamment des mutations de l'industrie culturelle et créative. Et il nous parlera donc de l'écoute partagée au refrain des algorithmes, continuité et transformation sociale, de l'expérience musicale en régime numérique. Donc la parole est à Romain Joly qui va nous expliquer les mathématiques de la musique. Donc, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Donc effectivement, je vais essayer de parler un peu de mathématiques et musique, mais en fait c'est un sujet extrêmement vaste, donc je vais devoir sélectionner une partie. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, donc il y a vraiment beaucoup de liens. Donc déjà, il y a plus de 2000 ans, l'école pythagoricienne avait compris qu'il y avait un lien très fort entre les gammes musicales, comment on crée des gammes de notes, et les mathématiques. Donc moi, ce qui va plutôt m'intéresser dans cet exposé, c'est la partie qui date de plutôt il y a 200 ans, quand les gens ont commencé à comprendre ce que c'était qu'un son, et aussi ce que c'est qu'une note de musique, donc un son un peu particulier, et on a commencé à faire l'étude scientifique des instruments de musique. Et puis après, de façon beaucoup plus récente, il y a encore beaucoup de liens, ça peut être évidemment le traitement numérique de la musique actuellement dans les ordinateurs, les fichiers MP3, etc. Aussi des algorithmes qui sont capables directement à partir d'un fichier de trouver si c'est du Bach ou du Mozart. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Bon, donc on entendra parler de composition mathématique et de composition de musique liée à la maths. Et puis de manière générale, je pense que tout matheux qui pratique la musique va dire qu'il y a quand même un lien, c'est que c'est 2 disciplines dans lesquelles on a besoin à la fois de rigueur et de technique, mais où on ne peut rien faire si on n'a pas toute une partie aussi d'improvisation, d'inspiration et une certaine notion de beauté. Donc c'est ça qui explique probablement qu'en fait il y a quand même pas mal de musiciens parmi les mathématiciens. Donc moi je vais essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un son et en fait qu'est-ce que c'est qu'une note de musique. Alors un son, bon, vous avez peut-être déjà entendu ça, bon, c'est juste une onde de pression qui se propage dans l'air, donc l'air il est plus ou moins comprimé, et puis cette compression se propage comme ça à plus de 300 mètres par seconde. Et ce qui se passe, c'est que bon, dans l'oreille, là on a un tympan, et ce tympan il va se déplacer en fonction de la pression. Donc on pourrait penser que simplement, nous quand on perçoit un son, ce qu'on entend c'est où est le tympan au fur et à mesure du temps. Mais en fait, ce qui se passe, c'est quand on a un son, les ondes, l'ordre de grandeur de l'onde, c'est de la milliseconde, d'accord? Donc on n'est pas au courant de la pression exercée sur notre oreille toutes les millisecondes, sinon ce serait un peu infernal. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le cerveau et l'oreille, ce qu'ils perçoivent plutôt dans le son, c'est les fréquences qui composent ce son. Donc vous avez probablement déjà entendu parler de fréquences, mais qu'est-ce que ça veut dire, les fréquences qui composent le son? Donc pour ça, en fait, pour définir ce que c'est, il faut remonter à Joseph Fourier. Alors Joseph Fourier, bon, comme je viens de l'Institut Fourier, de l'Université Joseph Fourier, je pense que c'est rien de très bien, mais en plus, il n'y a pas que pour ça, en fait, c'est quelqu'un qui a une vie, je vous encourage à regarder un peu, assez incroyable. Donc déjà, il est quand même d'une famille pauvre, orphelin de père et mère à 10 ans, mais comme il avait eu la chance de grandir à l'époque des Lumières et de la Révolution française, il a quand même pu avoir accès à l'éducation. Il est devenu normalien, professeur à l'école polytechnique, il est allé avec Napoléon en Égypte,
il est revenu, il a été nommé préfet de l'Isère, il a ouvert la route du col du Tarret, créé l'université de Grenoble, etc. Et pendant son temps libre, eh bien, il faisait de la physique et des mathématiques. Et il a fait des choses très importantes, en particulier en physique, il s'est intéressé à comment la chaleur se propage dans les matériaux, et il a été le premier à écrire l'équation de la chaleur, qui maintenant reste encore très importante. Et pour résoudre cette équation, eh bien, il a inventé un théorème mathématique, donc je n'énoncerai pas de théorème précis, mais ce qu'on peut dire, ce théorème, en fait, ce qu'il dit, c'est que toute fonction, d'accord, tout signal sonore, eh bien, je peux le décomposer comme une somme de sinusoïdes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une sinusoïde? Vous voyez, c'est une fonction comme ça, qui oscille. Ok. Et puis, alors, ces sinusoïdes, on peut en faire à différentes fréquences. Alors, qu'est-ce que c'est que fréquence? En fait, c'est le nombre de cycles, le nombre de battements qu'on peut avoir en une seconde. Donc, on peut avoir des sinusoïdes qui sont comme ça, des un peu plus rapides, et puis un peu plus haute fréquence, etc. Donc, a priori, hein, quand on voit un signal comme ça ne ressemble pas comme ça à une belle sinusoïde périodique lisse. Hein. Et bien, pourtant, le théorème qu'a énoncé Fourier, c'est eh bien, toute fonction comme ça, eh bien, je peux l'écrire comme une somme de sinusoïdes. Bon, en l'occurrence, cette fonction, bon, c'est cette sinusoïde-là, plus celle-ci, plus celle-ci. Et donc, en fait, ce qui est important, c'est de regarder dans un signal ces différentes fréquences hein, qui composent le signal, qui apparaissent dans le signal. Alors, un petit exemple. Voilà un signal qui n'a absolument rien à voir avec une sinusoïde. Donc c'est une sorte d'image, comme ça, une fonction. Et puis on se dit, ok, on va essayer d'après le théorème, on peut l'approcher comme une somme de sinusoïdes. Donc on essaye avec juste un sinus. Avec un sinus, c'est pas terrible. Bah, c'est normal parce que le signal d'origine, bah, c'est pas un sinus, ça ressemble pas à un sinus. Alors on essaye de faire avec de plus en plus de sinus. Avec 2 sinus, bon, c'est toujours pas top top. Avec 3 sinus, déjà, bah, on finit par avoir un truc à peu près les bosses et les creux où il faut. Et puis on peut continuer comme ça, on peut mettre 5 sinus. Avec 10 sinus, c'est déjà quand même pas mal. Avec 100 sinus, eh bien, on a une fonction qui commence à vraiment ressembler à la fonction d'origine. Donc c'est ça que dit Fourier, c'est en fait toute fonction, je vais pouvoir l'approcher comme ça, comme une somme de sinus. C'est que du coup, on a 2 visions qui sont possibles. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre quand on parle de fréquence dans un signal. On a une vision qui est la vision temporelle. On essaye de mesurer à chaque instant la pression de l'air. Okay. Mais il y a une autre vision qui est de prendre le son et de regarder quelles sont les fréquences qui apparaissent à l'intérieur de ce son. Okay. Donc ça, c'est une vision plutôt dans l'espace des fréquences. Donc on ne regarde pas ce qui se passe seconde par seconde, milliseconde par milliseconde, pardon, mais au niveau des fréquences. Et il se trouve que l'oreille, ou le cerveau humain, c'est dur de dire ce qui se passe, en fait, lui, ce qu'il entend dans le son, particulièrement, c'est justement ses fréquences. Il n'entend pas ce qui se passe seconde par seconde, il entend ce qui se passe au niveau des fréquences. Donc, l'oreille humaine, le cerveau humain, lui, ce qu'il voit, c'est cette transformée de Fourier, en fait, du son. Alors, une autre conséquence, c'est que, donc on va explorer un peu tout ça, mais comme on a 2 visions possibles, des fois, ça peut être mieux de regarder les choses à la place de regarder en fonction du temps, de regarder en fonction des fréquences. Et ça ouvre la porte à plein de possibilités. Et en particulier, bon, bah, qu'est-ce qui se passe dans un fichier MP3? En fait, un fichier MP3, c'est codé dans le monde des fréquences. Non pas, on ne code pas exactement ce qui se passe milliseconde par milliseconde, mais on code les fréquences dans un fichier MP3. Donc, du coup, la transformée de Fourier, c'est permet de créer des fichiers MP3. Plus surprenant, parce que bon, au moins, un fichier MP3, vous pouvez me dire, c'est du son, donc c'est raisonnable. En fait, les images JPEG, c'est aussi Fourier. Okay, donc ça, c'est la magie des mathématiques. Il y a un gars, il a inventé un théorème de maths il y a 200 ans pour comprendre comment la chaleur se propageait dans un solide. Et résultat, ça sert à coder des images dans un ordinateur voilà, plus de 200 ans après. Donc ça, c'est la décomposition de Fourier qui nous offre la possibilité de travailler soit dans l'espace du temps, soit dans l'espace des fréquences. Alors maintenant, le but, ce serait d'essayer de comprendre, dans tous les sons possibles, qu'est-ce que c'est qu'une note de musique? Qu'est-ce qui fait que, par exemple, ça, on n'appelle pas ça une note de musique. Okay. Donc, alors pour ça, normalement, je vais vous faire quelques essais sonores. Donc, j'ai essayé de faire passer des sons. Ce qu'on va avoir, c'est que dans cette fenêtre-là, vous voyez, souvent, c'est la vue de la pression en fonction du temps. Hein, donc, on a 1 milliseconde, 2 millisecondes, etc. Donc, ça à quoi va ressembler si je regarde en fonction du temps. Et de l'autre côté, j'ai en fonction des fréquences. Donc là, par exemple, j'ai des pics. Et ces pics veulent dire que, eh bien, dans le signal, si je regarde, en fait, il n'y a que principalement 3 fréquences, par exemple dans celui-là. Là, une autour de 700 Hz, là, puis, etc. Donc, je vais essayer des sons. Alors, on va essayer ce son-là, par exemple.
Donc voilà, un son avec, comme ça, 3 fréquences. Bon, ça ressemble à ça. C'est pas vraiment une note de musique, hein. Enfin, je sais pas si vous trouvez ça joli, mais toutes ces sortes de sons là que j'arrive à faire, c'est toujours un peu la même chose. J'ai quelques fréquences particulières et en tout cas, ça fait pas une note de musique, hein. Alors bon, il y a un peu d'aléatoire là-dedans. On pourrait se dire, juste pour rigoler, on va faire un son complètement aléatoire. Qu'est-ce qu'on obtient? C'est complètement aléatoire en pression, c'est aussi complètement aléatoire en spectre, et vous avez tous reconnu, enfin pour ceux qui sont comme moi assez âgés pour avoir eu des télés analogiques ou des radios analogiques, le bruit blanc qu'on entend quand on a un parasite complètement aléatoire. Alors du coup, on n'a toujours pas de note de musique, alors on va essayer un autre son. Alors bon, là on ne connaît pas grand chose, mais si on regarde du côté du spectre, on voit que c'est un son qui est fait avec un certain, pareil, des spectres. Alors, c'est déjà un peu plus joli, je sais pas ce que vous en pensez par rapport au premier son que je vous ai donné. Et on voit que là, les fréquences sont un peu plus éloignées les unes des autres. Hein, mais c'est toujours pas encore ce qu'on appellerait une note de musique. Ah, ça on paraît plus déjà raisonnable pour une note de musique. Alors, si on regarde le spectre, de nouveau, le spectre, il est comme ça, d'une certaine fréquence, et un certain nombre de fréquences qui sont éloignées les unes des autres. Et puis, alors, ce qu'on note, c'est que pour la première fois de tous les signaux que je vous ai montrés, là, on a une première fréquence qui est à 500 Hz, et puis une autre qui est à 1000 Hz, une autre qui est à 1500 Hz, 2000 Hz, 2500, etc. Donc, on a des spectres qui sont, des fréquences qui sont écartées, toujours de la même façon, qui sont multiples les unes des autres, qui sont mis régulièrement. Alors, si je vous remets celui-là, qui fait un peu penser à un son de cloche, eh bien, si on regarde, là, c'est 500 Hz, et puis là, c'est 800 et quelques, et puis là, c'est 1000, un peu moins de 1200 et tout. Et les bandes ne sont pas régulièrement espacées. Là, il y en a 2 qui sont côte à côte, etc. Et voilà. Donc, bon, je n'ai pas le temps de faire plein d'expériences, mais ce qu'on peut se convaincre, c'est que ce que l'oreille interprète comme une note agréable, pour une raison un peu mystérieuse, c'est un son qui est fait de la façon suivante. On a une fréquence qui est plus basse que toutes les autres, on appelle la fondamentale. Donc en musique, en fait, c'est elle qui va donner, grosso modo, la hauteur des notes entendues. Et puis ensuite, on a plein d'autres fréquences, mais qui sont multiples de la fréquence fondamentale. D'accord ? Si on a des fréquences qui ne sont pas multiples de la fréquence fondamentale, on n'entend pas une note de musique. Mais si c'est bien réparti, le cerveau, il trouve ça chouette, et il dit « Ah, ça c'est agréable, c'est une note de musique ». Et en fait, c'est ces fréquences qui vont en particulier permettre de comprendre le timbre d'une note qui fait changer un peu les instruments de musique. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire un instrument de musique? Puisque le but c'est de reproduire des notes agréables. Un instrument de musique, c'est un instrument, un objet qui est optimisé de façon à produire des sons avec une fréquence fondamentale et des fréquences multiples les unes des autres. Alors comment on peut essayer de mieux comprendre la physique d'un instrument de musique? Pour ça, on va refaire un deuxième théorème de maths. Alors le deuxième théorème de maths, c'est le suivant. Donc si on regarde en fait les ondes, comment elles se propagent, on peut modéliser ça de façon un peu simpliste par une équation de mathématiques qui s'écrit comme ça, qui s'appelle l'équation des ondes. Et on a un théorème qui nous dit que toute solution de l'équation des ondes peut s'écrire de cette façon. On peut la développer suivant des fréquences comme ça, de sinus, avec différentes fréquences, on appelle les fréquences propres. Et avec ces sinus, on a une façon de vibrer qui s'appelle des modes propres, comme ceci. D'accord ? Donc le théorème mathématique nous dit que toute solution peut se décomposer comme ceci. Et en fait, les modes propres et les fréquences propres vont dépendre de l'objet qu'on regarde. Okay ? Donc le but, c'est de trouver un objet qui fait que les différentes fréquences propres sont multiples les unes des autres. Alors on va faire différents tests. On va regarder. Donc, pour tout de suite aller à l'essentiel, si on regarde une fréquence, les fréquences propres d'une corde, donc j'accroche une corde au debout comme ça, et je la frappe dessus. Okay ? Et donc le théorème dit que les vibrations vont se décomposer sur les modes propres et les fréquences propres. Et alors les modes propres d'une corde, on peut les calculer mathématiquement. Il y a la première, celle qui va donner la fréquence fondamentale, c'est l'oscillation comme ça, juste comme ceci. Okay ? Donc si je considère que ça, pour dire, mettons, c'est la fréquence 1, maintenant je vais regarder le deuxième mode propre. Donc là, la deuxième façon d'osciller pour la corde, c'est comme ceci. Et il se trouve que sa fréquence, c'est 2, c'est-à-dire pile le multiple de la première. Et puis pareil, on a une troisième façon d'osciller, qui est le mode propre 3, et fréquence, c'est 3. Ah, ça c'est pratique, donc du coup, en fait, si on regarde, toutes les fréquences sont bien multiples de la fréquence fondamentale, donc pour faire un instrument de musique,
faire vibrer une corde attachée au debout, ça c'est bien. Okay, alors on peut faire un autre essai. Donc on va taper sur un morceau de métal circulaire, donc un gong. Hein. Donc un gong, si on appelle 1 le première fréquence propre, si on calcule les autres, on s'aperçoit que la deuxième c'est 1,65, 2,28, 2,88 et tout ça. Et en fait, elles ne sont pas multiples les unes des autres. C'est ce qui fait que le son en fait, du gong, c'était le premier, un des sons que je vous ai fait écouter, là, qui ressemble à une cloche, c'est celui qui correspond à ça, eh bien ça ne nous fait pas une note de musique agréable, d'accord? C'est pas un bon instrument de musique, le gong, ça fait un son, mais qui n'est pas agréable à entendre, d'accord? Et pareil, la table, elle a certains modes propres, okay, qui ressemblent plus ou moins à ceux qui sont ici, et puis si on regarde, bah, ils sont pas multiples, les fréquences ne sont pas multiples les unes des autres, ce qui fait que taper sur une table n'émet pas une jolie note de musique. Okay, donc du coup, bah, on peut continuer comme ça et se dire, c'était pratique, j'ai un instrument de musique, assez facile à faire, bah, c'est toutes les catégories d'instruments à cordes. Je prends une corde, j'attache au debout et je la fais vibrer. Alors là, on a devant un autre problème, c'est que faire vibrer une corde, c'est bien, donc on émet vraiment les fréquences qui correspondent aux fréquences d'une note. Mais le souci, c'est que la corde, elle interagit très peu avec l'extérieur, avec l'air. D'accord ? Donc si on fait ça, on fait juste vibrer une corde, en fait, on n'entend pas grand-chose. Parce que la corde, ok, elle vibre, mais elle ne transmet pas sa vibration à l'air. Du coup, l'idée, c'est de faire transmettre la vibration de la corde à une caisse, un morceau de bois, et ce morceau de bois, lui, il a une grande surface qui interagit avec l'air, et donc on va pouvoir, avec cette caisse, faire transmettre certaines vibrations à l'air ambiant, et du coup produire vraiment un son qu'on va entendre, un son audible. Okay, alors du coup, si on se pose la question de comment faire une bonne caisse de guitare, bien, vous voyez, la caisse de guitare, son but, la corde, son but, c'était d'émettre des fréquences qui étaient multiples les unes des autres. Et le but de la caisse de guitare, elle, au contraire, c'est de vibrer quelle que soit la note qu'on lui donne. Donc son but, c'est non pas d'avoir des fréquences de vibration qui sont multiples les unes des autres, son but, c'est de vibrer au maximum pour toutes les fréquences possibles. Donc essayer d'avoir des modes propres et des fréquences propres qui sont les plus riches possibles. Bon, mais il y a aussi des matheux qui se sont posés cette question. Donc là, des simulations d'une équipe INRIA près de Paris. Donc on voit une table de guitare, et puis différents modes propres qu'on va avoir d'oscillation de la table de guitare. Alors là, je ne sais pas si vous voyez très bien, là c'est des mesures réelles. Donc on voit une caisse de guitare avec un mode propre un peu particulier, où on a des bosses et des creux qui sont comme ceci. Et donc pour construire une bonne caisse de guitare, c'est un problème différent de l'instrument de musique, le but c'est de vraiment essayer de faire le maximum de fréquences de résonance possible. Donc encore des mathématiques différentes cachées dans une guitare. Alors, une fois qu'on est là, on pense avoir à peu près compris tout ce qui se passe dans un instrument de musique, sauf que si je fais les sons qui sont produits par la théorie que je vous ai fait, bah, c'est les sons que je vous ai fait écouter. Donc c'est peut-être le seul rapport dont on est exposé avec les mangas, hein, c'est que ça fait un peu les sons des synthés des années 80. Et donc en fait on s'aperçoit que c'est trop simpliste pour faire vraiment les sons qu'on entend dans un instrument de musique. Okay, et ça c'est pourquoi? Parce que les équations qu'on a regardées, les phénomènes, on les a trop simplifiés. Donc ça c'est un exemple d'équation pour modéliser le son dans un cuivre. Okay, donc pour ceux qui savent lire les équations, on s'aperçoit qu'il y a des termes ici qui sont hautement non linéaires, et ça c'est très important dans un cuivre. En fait, ce qui fait le son du particulier des cuivres, c'est tous les phénomènes non linéaires qui interviennent. Donc tout ça pour dire qu'on peut encore complexifier beaucoup le modèle, et ce que je vous ai présenté est vraiment trop simple. Après, l'autre question qu'on peut se dire, c'est bon, c'est bien gentil tout ça, mais ma guitare, elle marche très bien, j'ai pas besoin que les matheux viennent m'optimiser ma guitare, on va pas révolutionner le monde en optimisant la guitare. Sauf que comme d'habitude avec les maths, l'avantage c'est que tout ce que vous avez compris en étudiant quelque chose comme un instrument de musique, vous pouvez l'appliquer pour faire plein d'autres choses. Et donc voici quelques autres exemples de phénomènes qui sont étudiés et qui sont très très proches de tout ce que je vous ai raconté. Bah, par exemple, vous pouvez essayer d'étudier les modes propres et les fréquences propres d'un pont, quoi. Et donc là, le but, contrairement à la caisse de guitare, c'est qu'il faut éviter que ça vibre, parce que quand ça vibre, vous voyez, s'il se passe ça, et puis après, ça casse, quoi. Donc c'est pas terrible. Et donc, le but, là, c'est au contraire d'étudier toutes les fréquences de vibration et les modes propres de vibration d'un pont, pour essayer qu'il y en ait le moins possible. D'accord ? Là, c'est pareil, ça, c'est un disque de frein. C'est deux modes propres d'un disque de frein. Et donc, si le disque de frein il se met à vibrer, ça réduit l'efficacité du freinage. Donc, on va essayer d'éviter au maximum ces vibrations aux fréquences qui nous intéressent. Et puis, il y a, là, on peut aussi se poser la question de réduire le bruit des avions. Et puis, il y aura
pour l'étude des ondes, mathématiquement, les problèmes les plus difficiles en fait qu'il y a, c'est tous les problèmes qui sont liés à essayer de trouver ce qu'il y a à l'intérieur d'un objet, juste en émettant des ondes. Okay, donc ça, c'est un problème qui est extrêmement difficile mathématiquement, mais qui est très important, c'est vous voulez regarder ce qui se passe à l'intérieur d'un truc sans avoir besoin de le casser en deux. Et donc, vous émettez des ondes, vous récupérez ce qui se passe, quoi, en quelque sorte, vous tapez dessus, vous écoutez ce que vous entendez, et le but, c'est d'être capable de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, juste en tapant dessus. Ça, c'est un problème mathématiquement assez difficile. Ok, donc je crois que je vais m'arrêter là, et puis je vais laisser la parole au deuxième orateur. Merci. Merci Romain. Donc une chose est sûre, c'est qu'on a au moins un musicien qui s'intéresse au rapport et qui ne va pas vous dire que quand il joue de la guitare, il s'en fiche de savoir les mathématiques qui sont derrière. C'est Carmine Eccella qui va maintenant nous parler des représentations symboliques de la musique. Bon, merci pour cette jolie conférence débat. En fait, je vais un peu vous expliquer mon travail par rapport à la recherche mathématique appliquée à la musique. Je suis compositeur, je suis aussi mathématicien, j'ai étudié la mathématique, la logique mathématique en fait. Donc je vais un peu m'attacher à ce qu'on a écouté, mais je vais chercher de monter de niveau, c'est-à-dire arriver à des niveaux d'abstraction un peu plus haut. Je vous montre un travail que j'ai fait à l'IRCAM, maintenant je suis à l'ENS. Bon, juste quelques mots sur la nature de la musique. Pour moi, la musique, c'est en fait construite par des parties qui sont un peu opposées. Il y a une partie de la musique qui est liée à l'émotion, liée à la perception, et qui est très difficile à formaliser. C'est très difficile d'écrire des équations pour modéliser la partie irrationnelle de la musique. Par contre, il y a des parties de la musique qui sont bien attachées, comme on a déjà vu, à la mathématique et à la physique. Et donc, en fait, le but, c'est toujours chercher de lier l'activité artistique et l'activité scientifique dans la création d'un produit musical. En fait, ce type de nature est au centre du développement de la théorie musicale de l'origine. On a cherché toujours d'expliquer de façon symbolique des choses qui ne sont pas faciles à expliquer de façon symbolique. C'est juste une petite observation sur l'interprétation de la musique comme art. Ça, c'est très nouveau, en fait. C'est pas qu'il y a c'est le 6e siècle qu'on a commencé à penser à la musique de façon artistique. Au début, les mathématiciens étaient toujours musiciens, et l'inverse aussi. Donc il y avait un lien très fort entre la musique et la mathématique théorique. La musique théorique aussi. Ce qu'on appelle la musique aujourd'hui, c'est la musique pratique, la musique jouée, pas la musique étudiée. Bon, le lien entre la musique et la mathématique est toujours dans la représentation symbolique, c'est-à-dire il faut des objets symboliques, des objets intellectuels, pour représenter des idées musicales. Et donc il faut un langage formal, un langage qui est capable de décrire de façon mathématique les idées musicales. Le problème, c'est que la musique, ce n'est pas que la musique écrite sur la page, mais c'est aussi la musique écoutée. Quand on écrit une pièce pour piano, la musique, ce n'est pas que la partition, mais c'est aussi la performance, c'est aussi les sons joués après la partition. Donc il faut toujours regarder les deux. Il faut toujours regarder la partition, mais aussi le produit final de la performance musicale. Donc mon travail était toujours concentré à trouver une nouvelle représentation de la musique qui garde en même temps les informations qui viennent de la partition, du score, et aussi du son, donc les deux côtés de la musique. Je vous donne quelques exemples de représentations formelles de la musique au niveau logique et au niveau algébrique. Mais la question c'est, est-ce que la logique musicale est liée ou pas à la logique mathématique? Est-ce qu'on peut étudier la logique musicale avec la logique mathématique? Est-ce qu'on a des liens ou pas? Ça c'est une bonne question, je ne sais pas.
En fait, finalement, c'est la réponse que j'ai eue après plusieurs années d'études, c'est que je ne sais pas. C'est pas facile à dire s'il y a des liens, on a des liens entre la musique et la mathématique au niveau de la logique. Mais le problème, c'est que, est-ce qu'en utilisant la logique mathématique, on peut aider les musiciens de quelque façon? Et ça, c'est aussi difficile à dire. Mais je sais quelque chose là, et je pense oui, on peut. En fait, la logique mathématique, on peut être utilisée pour aider les compositeurs et les musiciens pour produire de la musique. Et ça, c'est ce que je vais vous montrer après. Donc, par rapport à la logique, il y a une histoire un peu intéressante, et ça commence au début du XXe siècle, avec la recherche des logiciens et des mathématiques, de la logique des mathématiques, pour représenter de façon axiomatique la musique. Je vous donne un petit exemple fait par Susan Lang, qui est une logicienne qui a étudié la logique booléenne et a fait un système des actions pour représenter la musique et a développé toute une théorie très très complexe et très avancée pour décrire la musique. Donc elle a réécrit la partition avec la logique, avec les actions logiques. Le problème, c'est que ça fonctionne très bien, mais ça ne sert à rien. C'est-à-dire que on ne peut pas utiliser les choses qu'on a trouvées dans la représentation logique pour bien comprendre la musique ou pour créer de la musique. Bon, il y a une histoire très longue, je ne vais pas la raconter, mais aussi avec la mathématique, c'est-à-dire l'algèbre, on a essayé de faire la même chose. Il y a une histoire aussi très forte aux États-Unis pour l'utilisation de l'algèbre et pour la musique. Et juste un petit exemple, c'est la classification des accords. Combien d'accords on a dans un système musical? On le sait, c'est une chose comme ça, donc là. C'est le théorème de Polya, qui est un théorème de chimie en fait appliqué à la musique, et c'est un problème de combinatoire. On peut le dire, par rapport à les invariances qu'on utilise, on dit que les accords avec une note, deux notes, trois notes, on peut le énumérer. Donc voilà, mais ça ne sert à rien aussi. C'est-à-dire que oui, c'est intéressant au niveau de pour regarder un peu la scène de haut niveau, mais ce n'est pas facile d'utiliser ce type d'informations pour créer la musique et pour comprendre la musique. Beaucoup de chercheurs ont essayé d'utiliser l'algèbre pour analyser la musique. En fait, à l'IRCAM, on a travaillé pas mal sur l'utilisation des structures algébriques pour analyser la musique des Boulez. On a trouvé pas mal de choses, on a trouvé qu'il y a des choses qui bougent, des choses qui se transforment et tout ça, mais c'est aussi un type d'analyse qui est difficile à comprendre. C'est-à-dire que c'est toujours bien détaché du niveau, du côté perceptif de la musique. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de trouver un type de représentation au milieu qui donne un peu des informations au niveau de la perception et aussi un peu des informations au niveau de la représentation des objets symboliques. En fait, il y a plusieurs niveaux. Il y a une couche intermédiaire entre les niveaux du signal, qui c'est le niveau qu'on a regardé avant, en fait, le niveau du Fourier, du son, de la pression sonore, et le niveau de symbolique, c'est-à-dire la partition. Il y a plusieurs niveaux de représentation. Et c'est là qu'on peut travailler pour trouver un lien facile à comprendre et à utiliser entre les sons, les côtés perceptifs de la musique et la partition, les côtés mathématiques. Chaque type de représentation va trouver un degré d'abstraction et va décrire toute la musique avec ce type ce niveau d'abstraction. Le problème, c'est que parfois, comme être humain, on utilise plusieurs niveaux en même temps pour décrire la musique. Donc, on va écouter la pièce, on va penser à la forme de la pièce, on va penser à des petites parties sonores de la pièce en même temps. En fait, il y a plusieurs niveaux qui marchent toujours ensemble. Donc, je voulais faire un type de représentation qui avait un peu de caractéristiques du début. Je voulais trouver la sémantique de la représentation du signal lui-même. Je ne voulais pas imposer des idées sur les sons, mais je voulais juste comprendre les idées du son lui-même. Je voulais faire une représentation qui était scalable, c'est-à-dire qui pouvait monter du bas niveau vers le haut niveau.
et invertible. Je voulais faire quelque chose qu'on pouvait utiliser pour retourner de la représentation vers les sons. En fait, on a écouté les sons qu'il y a vraiment avec un logiciel mathématique qui est Scilab. Là, il avait une équation qu'il a utilisée pour synthétiser les sons. Donc, c'est ça, la représentation qui a été utilisée pour créer les sons. Donc, il est passé de la représentation vers les sons. Parce que Fourier, c'est très intéressant parce qu'avec Fourier, on peut passer du son à la représentation et de la représentation au son. Et c'est pas facile, c'est pas évident de trouver un type de représentation qui est capable de faire ça. Mais je voulais aussi trouver un type de représentation génératif. C'est-à-dire que je dois être capable de générer des paramètres dans l'espace de la représentation pour obtenir n'importe quel son. Mais il faudrait être capable de jouer la représentation. Donc voilà, après un peu de recherche, je suis tombé sur une théorie qui s'appelle Sound Type Theory, qu'on ne va pas parler, je ne vais pas vous montrer la théorie, mais il y a plusieurs choses, je vous donne un peu de liens après. Et j'ai utilisé cette théorie pour des productions musicales américaines. Et notamment, j'ai écrit une pièce l'année dernière qui s'appelle Reflet de l'ombre pour grand orchestre et électronique, où l'électronique était créée avec la théorie des sound type, la théorie des types sonores. Donc l'histoire de cette pièce, c'est une commande IRCAM Radio France, était jouée le juin 2013 à la salle Pleyel, par l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Jukka-Pekka Saraste. Et il y avait plusieurs étapes de production avec un preview orchestral joué l'année avant, le 2012. Et je vais juste vous montrer un peu des outils et des choses que j'ai développées pendant l'écriture de la pièce. Donc je faisais la chose en même temps. J'écrivais la musique et j'écrivais les outils mathématiques et les logiciels pour faire la musique. Un exemple d'esquisse de travail, donc à gauche, pour vous, oui, à gauche, c'est la partition dans ma tête avant de l'écrire. Donc voilà, c'est l'écriture du timbre de la pièce et de l'évolution de la transformation timbrique de la pièce. Et à droite, vous pouvez voir la réalisation finale de la pièce. De la première page à la deuxième, il y a un mois de travail, en fait. Mais j'ai utilisé des outils mathématiques et aussi des logiciels pour m'aider à ce type de travail. En fait, la première chose que j'ai fait, c'est un outil qui prend les dessins que j'ai faits à la main et va générer une page de musique générique, pas trop précise, mais que je peux utiliser pour commencer le travail. Et ça, c'est un outil, je vais juste vous montrer un peu comment il marche. On peut prendre la page, par une partie de la pièce. Je peux dessiner des lignes sur cette page. Voilà. Ok. Ça, c'est le résultat. Ces lignes-là. Et après, beaucoup de lignes que je peux mettre sur la page, je peux générer une page générique pour commencer à travailler. Mais pour les notes, vous voyez aussi des petits symboles là, P4, P8, tout ça. Ça sont des groupes de notes que j'ai générés aussi de façon automatique avec un autre outil qui utilise la théorie des groupes mathématiques pour générer des groupes de notes à partir d'autres groupes de notes. En fait, ça c'est aussi généré de façon automatique, je ne sais pas si ça marche, mais on va essayer. Bon, je donne une série initiale de notes qui est une série numérotée. Les 0 c'est les Do, les 1 le Do dièse, les 2 c'est les Ré, comme ça. Et ça va générer plusieurs choses. Voilà. Va générer la réalisation sur le pentagramme de tous les groupes qui sont générés. Et aussi, il va générer la relation hiérarchique de chaque groupe avec les autres de façon automatique. Et il va aussi générer les sons créés qui correspondent au groupe de notes calculées. Voilà. J'ai utilisé tous ces types d'outils pour m'aider pendant l'écriture, pour accélérer un peu le processus. Et ça, c'est beaucoup. En fait, il y a un lien très fort entre les côtés formalisation avant l'écriture et les côtés
artistique pendant l'écriture. Et la couche que j'ai trouvée, c'est un peu le lien que j'ai trouvé, c'est donné par la théorie de sound type, donc la théorie que j'ai développée. C'est juste pour vous montrer un peu la relation entre mathématiques et musique. C'est une relation très forte qui a des racines très anciennes et qui peut être utilisée pour comprendre et générer de la musique. Je veux donc quelques exemples sonores aussi de la théorie des sound types. En fait, avec ce type de représentation qui est un peu intermédiaire entre les bas niveaux et les hauts niveaux, on peut générer des sons qui sont similaires, mais en fait différents de l'original. On peut faire une chose que j'appelle génération probabilistique, c'est-à-dire qu'on va générer un son qui a la même construction de timbre, mais pas la même construction de temps. En fait, je vais jouer un petit exemple. Voilà. À gauche, on écoute l'original. À droite, on écoute la génération probabilistique du même son. Contrebasse, on peut le reconnaître bien sûr, mais les notes ne sont pas les mêmes de l'origine. Donc ce type de représentation m'a aidé à générer une version différente de la même, du même matériel acoustique. Mais en fait, je peux faire des choses un peu plus bizarres en général. Je vous montre. Je peux faire l'hybridation entre deux sources musicales différentes. En fait, on va écouter des choses un peu plus complexes. On écoute un exemple d'hybridation entre la voix et les instruments. Donc voilà. La première partie, c'est un exemple de musique instrumentale écrite par Stefano Gervasoni, le compositeur. La deuxième partie, c'est une pièce à Gervasoni avec des voix. Et la troisième partie, c'est le mélange entre les deux, donc l'hybridation. Donc ça, c'est un exemple musical, mais en fait, on peut faire des choses beaucoup plus bizarres. On va écouter John Cage, le compositeur américain, mélangé avec les Beach Boys. En fait, on va écouter. Alors, la première partie, c'est John Cage, la deuxième partie, c'est les Beach Boys, et la troisième partie, c'est l'hybridation entre les deux. The lecture is so soon that I don't think I'll be able to get all 90 stories written. God only knows what I'd be without. God only knows what I'd be without. God only knows what I'd be without. God only knows what I'd be. Lecture is so soon. I don't think I'll be able to get all 90 stories. En fait, on peut reconnaître les mots de John Cage avec les timbres de Beach Boys. That I don't think I'll be able to get. Voilà. Mais on peut faire quelque chose un peu plus bizarre, en fait. On peut mélanger John Cage avec une pièce de Lachenmann, qui est un compositeur allemand, et où il n'y a pas de mots. En fait,
vous pouvez dire, ben, bien sûr, tu fais parler à John Cage avec les mots des Beach Boys, mais on peut utiliser les mots de John Cage avec des morceaux, des parties instrumentales de Lachenmann. The lecture is so soon that I don't think I'll be able to get all 90 stories written. Ça, c'est la pièce à Lachenmann. Voilà, et ici c'est encore plus bizarre. That I don't think I'll be able to get Ça, c'est clair. Bon, j'ai utilisé ce type de transformation pour générer la partie électronique de la pièce, reflet de l'ombre. En fait, l'électronique écoutait l'orchestre pendant quelques minutes. Après, l'électronique générait une version un peu hybride de la musique jouée par l'orchestre. Donc, je vais juste jouer une petite partie de cette pièce. C'est la première minute de la génération d'électronique. Donc, après 3 minutes d'orchestre, il y avait une partie de musique électronique générée par l'ordinateur après l'écoute de l'orchestre. Voilà. Ici, la particularité pour moi, c'est que c'est un son électronique avec un esprit instrumental. En fait, il y a une physicité dans le son qui est, pour moi, c'est perçu. Et ça vient de l'écoute qu'on a fait avec l'électronique de l'orchestre. Donc, la but de la pièce, c'était en fait de montrer les rapports avec un son orchestral écrit de façon électronique, avec un son électronique qui avait un esprit physique, un esprit instrumental. Je vais m'arrêter là et merci. Merci Carmine. Alors, comme vous l'avez compris, pour Carmine, c'est très important le lien entre la mathématisation et la perception de la musique. Et ça tombe bien, ça nous fait une parfaite transition pour l'orateur suivant, qui va nous parler de l'écoute de la musique et de la façon dont les algorithmes s'invitent dans l'écoute de la musique. Peut-être préciser, avant de commencer, que je ne suis ni mathématicien ni musicien, du moins pas sous le même sens que ce qui a été dit jusqu'ici, et que, puisque Romain Joly a eu une jolie formule tout à l'heure, c'est-à-dire celle des mathématiques cachées dans la guitare, moi je vais faire l'inverse, je vais plutôt essayer de voir ce qui est culturel et social dans un certain nombre de manières qu'on a eu de modéliser aujourd'hui avec Internet, un certain nombre de rapports à la musique. Et préciser que je vais plutôt me situer du côté à la fois des auditeurs, de ceux qui écoutent de la musique, de ceux qui en achètent, de ceux qui en aiment plus ou moins, etc., que du côté des musiciens. Peut-être juste pour situer, non pas un point de désaccord, mais un point de décalage par rapport à ce qu'on a entendu jusqu'ici. Par exemple, voilà, du point de vue des sciences sociales, il n'y a pas de son agréable en soi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Même la musicalité des sons, elle est très relative, elle est très marquée culturellement et historiquement. Ça vous est peut-être arrivé la première fois que vous avez écouté un ensemble baroqueux qui joue avec des instruments d'époque.
Et ça a pu sonner dissonant, ça a pu vous sembler sonner quasi faux, ça a pu vous arriver si vous avez écouté de la musique d'Inde du Sud. Et en Inde, il y a une tradition écrite de la musique, hein, le sanskrit, donc qui est à l'inverse de ce qu'on fait, c'est-à-dire qui n'est pas du tout mathématique, qui est typiquement dans l'émotion, c'est-à-dire basé sur la poésie sanskrite qui est structurée par un certain nombre d'émotions fondamentales. Et donc voilà, peut-être que vous avez, en écoutant la musique coréenne, et notamment avec tous les gongs, pour le coup, qui pourraient sonner comme des casseroles pour nous, mais pour lesquelles on peut difficilement remettre en cause la musicalité, à moins de considérer que les Coréens ne sont pas capables de juger de la qualité musicale, ou que les gens qui jouent du balafon, par exemple en Afrique de l'Ouest, pareil, se trompent sur les vraies notes. Hein. Et voilà, donc c'est pas du tout pour contredire ce qui a été dit auparavant, c'est pour essayer de me situer. C'est-à-dire que, de mon point de vue, nous habituons nos oreilles à un certain nombre de sons qui font qu'on les entend comme musicales, ou pas, comme musicaux ou pas, et c'est très marqué, on va dire culturellement, socialement et historiquement. Hein. Et historiquement, la gamme tempérée, ça fait pas très longtemps qu'elle existe. Hein. C'est aussi une norme sociale que d'avoir décidé que le La était à 440 Hz, etc. Ce qui, encore une fois, ne contredit pas du tout ce qu'a dit Romain Joly, c'est juste pour voir, pour vous situer un point de décalage par rapport aux manières d'envisager les choses. Alors, comme souvent avec les chercheurs en sciences sociales, je vais commencer par parler d'un truc qui m'est arrivé, en considérant que c'est possible que ça vous soit arrivé. Il y a de ça, il y a un bon mois, mon opérateur téléphonique a intégré dans l'abonnement un accès à Deezer, pour ne pas le citer, peu importe, un accès à un site, une application de streaming. Et puis, j'ouvre Deezer pour écouter mes playlists, et puis là, me saute aux yeux la pochette d'un disque qu'on me recommande. En fait, on me recommande une playlist, Deezer me recommande une playlist, et elle me saute aux yeux parce que là, il y a la pochette d'un disque que j'ai en vinyle depuis 12-13 ans. Dans un genre qui a beaucoup marché en Angleterre, mais assez peu ici, enfin, peu importe, un genre de musique électronique qu'on appelle drum and bass, peu importe le genre, mais en tout cas, voilà, plutôt de musique de niche, on va dire, si on parle comme les économistes. Et oui, forcément, ça m'a un peu sauté aux yeux de retrouver sur mon petit téléphone l'image d'une pochette d'un disque que j'avais, qui existe, j'ai vérifié, qui a été édité en 2003. Alors pourquoi je commence par là? Parce que une première chose, c'est que vraisemblablement, la machine qui a fait qu'une playlist arrive sur mon téléphone à ce moment-là, elle est relativement efficace. En fait, elle me propose un disque que j'aime beaucoup, que je n'ai pas écouté depuis longtemps. Donc, s'il s'agit de me faire une recommandation adaptée à ce que j'aime, chapeau. Effectivement, je l'aime d'autant plus que je l'ai même dans ma discothèque. Et je peux vous dire aussi que ce n'était pas le cas du tout au début de mes premiers usages de Deezer, ça vous est peut-être arrivé, ça on y reviendra, c'est-à-dire qu'évidemment, ce sont aussi des systèmes, puisqu'ils ont une combinatoire algorithmique, qui sont d'autant plus efficaces, je reviendrai sur cette idée, qu'on les utilise beaucoup, hein, puisqu'ils utilisent nos manières de les utiliser. Deuxième chose, ça c'est pas nouveau, et ça existe depuis les premiers enregistrements de musique, depuis qu'on a inventé le disque, c'est-à-dire depuis le début du système, depuis qu'il y a des disques qui circulent, pas simplement qui sont bricolés par quelques-uns, mais qui sont aussi écoutés par d'autres. Il y a du présent, il y a du passé dans le présent. C'est-à-dire que je peux écouter au présent un disque de 2003, mais je peux écouter au présent un enregistrement de 1912, etc., etc. Et cette présence du passé, qui est beaucoup liée à l'enregistrement, on va dire, elle est à la fois accentuée et à la fois elle disparaît avec les échanges de musique sur Internet, puisque un des soucis, il me semble, avec les modes pour l'instant de rapports qui sont institués à ces endroits-là, c'est que les sources éditoriales ont quasi disparu. C'est-à-dire que cette playlist, elle m'est proposée, mais il n'y a aucune référence de label, de date. Ici, c'est affiché 2014, mais en fait 2014, c'est le moment où Deezer le met dans sa base de données, donc ça n'a rien à voir avec la date de la musique. Il y a un rapport au passé qui commence un petit peu à changer. Concernant le passé aussi, évidemment que l'expérience, ce qui se joue là pour moi, elle a à voir avec mes expériences passées. Ça, c'est une grande caractéristique de l'expérience musicale, c'est que l'expérience musicale, elle est très pétrie de ce qu'on a déjà écouté avant. Et qu'il se peut qu'un morceau qu'on adorait il y a 10 ans, qu'on déteste maintenant, il se peut qu'un genre musical qu'on n'aimait pas il y a 3 mois, qu'on se mette à l'écouter, etc., etc. Que même individuellement, les choses changent. Évidemment, tout ça est évident pour vous. Et une autre chose, c'est que ce qui est apparu dans cette fenêtre, ça m'a fait apparaître
bon, même si je le savais, mais que, en fait, notre goût, qu'on croit toujours extrêmement individuel, en fait, il est d'abord collectif. En fait, ce que m'a fait apparaître Deezer, c'est que j'étais pas tout seul à aimer ce truc-là. Ce qui est une évidence, sauf que là, c'est explicite. Et là, on avait quelque chose d'un peu nouveau, c'est-à-dire que c'est communauté de goût, le fait que le goût, il est d'abord collectif avant d'être individuel, je reviendrai là-dessus, qui va contre ce que Wittgenstein appelait le fantasme du langage privé. Cette réalité-là, qu'on sait bien quand on est chercheur en sciences sociales, là, du coup, elle devient explicite. Là où elle était implicite, on savait bien qu'il y en avait d'autres qui écoutaient la même chose, là, elle est explicite. Il y en a d'autres on sait qu'il y en a d'autres qui l'écoutent, la preuve, on nous fait une proposition qu'on sait associer à d'autres. Dernière chose sur laquelle, à partir de cet exemple, avant de rentrer un peu plus dans le détail, somme toute, j'ai rien découvert, puisque dans ce cas-là, on m'a proposé un disque que j'avais déjà. Et ça, c'est un élément, on va dire que c'est le pendant de l'efficacité de ces systèmes de recommandation que je vais essayer de vous présenter, enfin, d'un point de vue sociologique et anthropologique, c'est que ça favorise des choses très prévisibles et très conformistes. Au moins pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est extrêmement conforme à mes goûts. Hein. Et il me semble que de ce point de vue, la donne a un petit peu changé, et le fait que ce soit modélisé mathématiquement accentue ce conformisme. Et je vais essayer de préciser. Alors évidemment, comme chercheur en sciences sociales, les maths pour moi c'était au bac parce que je suis encore d'une génération où il fallait faire un bac scientifique, hein, c'était ça ou rien, mais c'est aussi loin que ça, et du coup j'ai longtemps résisté au fait de m'intéresser au système de recommandation avec quelque chose de... la bonne vieille tradition critique des sciences sociales, quoi. De toute façon c'est un truc automatisé, ça marche pas, enfin, je veux dire la musique c'est pas ça. La musique, c'est pas des mathématiques, etc. Et puis, il y avait quand même des amis qui me disaient « Ouais, mais quand même, regarde, essaye, tu vas voir, ça marche. » Je dis « Non, c'est bon. » Enfin, en plus, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les disquaires. J'avais un peu une vieille nostalgie à l'endroit des disquaires, à l'endroit des humains qui me donnaient des conseils. Et en fait, ce que j'ai loupé longtemps, c'est que, en fait, oui, ces systèmes de recommandation automatisés sont relativement efficaces. Et donc, du coup, acceptant ça, j'ai dû essayer de comprendre comment ils fonctionnaient. Ce que j'ai fait, on va dire, à la fin des années 2000, hein, j'ai commencé à travailler là-dessus vers 2008, alors que j'avais plutôt un background où j'ai fait, pendant très longtemps, je me suis beaucoup intéressé aux disquaires et à ce qui se passait chez les disquaires. Donc j'ai un tropisme ethnographique qui fait que je passe beaucoup de temps sur le terrain à observer comment ça se passe. Et puis là, pour continuer dans le même sens, j'ai dû m'intéresser à comment fonctionnaient ces algorithmes, comment fonctionnaient ces systèmes. Alors, que les choses soient claires, comme chercheur en sciences sociales, ma question n'est pas de savoir s'ils sont efficaces ou pas, ou s'ils sont pertinents du point de vue mathématique. D'accord ? C'est pas ma question, ça peut pas être ma question. Par contre, je suis obligé de reconnaître qu'ils ont une relative efficacité. Et dès lors que j'ai accepté qu'ils avaient une relative efficacité, ça m'a permis de voir, en m'y intéressant, qu'en fait, les systèmes de recommandation, ils embarquent une partie de nos pratiques culturelles, sociales et historiques. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a des choses qui se sont constituées socialement, culturellement, historiquement, tout au long du XXe siècle, et que ces algorithmes embarquent, et que c'est une des raisons de leur efficacité. En fait, voilà, ce sera le pendant, on va dire que cette efficacité relative, ou cet aspect commode, c'est drôlement commode. Hein. Dans une seule application, on peut avoir plein de propositions, et y compris découvrir des choses. Là, je vous ai donné un exemple en introduction où j'ai rien découvert, mais il y a plein de fois où je découvre des groupes que je ne connaissais pas. Mais encore une fois, c'est très conforme à mes goûts. Je ne découvre pas des choses de... je sais pas, je découvre pas de grands groupes de métal, moi qui n'écoute jamais de métal. En fait, le problème, c'est que cette efficacité, elle se paye, ou elle se double, ou elle s'articule à ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est-à-dire un grand conformisme, et un conformisme qui est mathématiquement, pour le coup, irrémédiable. C'est-à-dire que dès lors que ces systèmes sont entrés dans notre pratique, ce conformisme, vis-à-vis de ses propres goûts, vis-à-vis des goûts de ses amis, il est pour le coup mathématiquement irrémédiable, je vais y revenir. Alors, je vais essayer de le faire en détaillant, mais pas trop, parce que comme on est dans une fac scientifique, je suppose que, et où il y a l'informatique, des mathématiques, etc., qu'il y a un certain nombre de savoir-faire ici, mais tout de même, je vais partir des systèmes de recommandation, donc ceux qui vous recommandent sur iTunes, sur Deezer, sur Spotify, sur Cobuz, etc.,
des choses, des playlists, des groupes, etc. Mais j'ai essayé de le mettre en perspective avec un petit peu de recul historique et un petit peu de comparaison par rapport à ce que j'ai beaucoup étudié, c'est-à-dire l'expérience musicale chez les disquaires, dans les concerts, etc., pour essayer d'éviter deux tendances symétriques problématiques. La première, une conception technocentrée qui confond l'apologie d'Internet avec la réalité, qu'on retrouve dans l'idée de révolution numérique, qu'on retrouve dans le leitmotiv de la dématérialisation de la musique, comme si ça c'était pas matériel, enfin bon, etc., etc. Et puis une autre tendance symétrique qui est une visée trop critique, qui considère que parce que c'est des algorithmes, ça a perdu toute humanité. Donc éviter ces deux tendances qui sont aussi caricaturales l'une que l'autre. Alors, les systèmes de recommandation. En général, un système de recommandation, ça passe par 3 étapes. Ah oui, alors peut-être, au moment où j'ai commencé mes enquêtes, j'ai dû lire du coup la littérature grise des ingénieurs du web, avec beaucoup de formules que je ne comprenais strictement pas. Je ne vais pas rentrer du tout ici dans le détail des sophistications mathématiques et des modes de correction. Je ne vais pas vous parler de la méthode de retour de pertinence de Rocchio, du coefficient de corrélation de Pearson, de l'algorithme du k-nearest neighbor, de l'indicateur de similarité cosinus ajusté, etc. Tout ça, je ne vais pas vous en parler. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'en ai pas besoin pour comprendre la part sociale, culturelle, historique des données que font travailler les algorithmes de ces systèmes de recommandation, ni la manière dont les corrélations des données que ces algorithmes travaillent transforment plus ou moins à la fois l'économie de la musique et notre expérience de la musique, et notre expérience musicale personnelle. Donc, les systèmes de recommandation, il y a 3 étapes. La première, recueillir des informations sur les utilisateurs et sur la musique. La deuxième, compiler ces informations et construire des experts de profil ou matrice. Et puis la troisième, c'est faire des recommandations à partir de ces données. Ça, c'est, on va dire, le cheminement classique. Il y a un type de recommandation que je vais juste évoquer parce qu'en fait ça ne concerne quasiment pas la musique, c'est ce qu'on appelait la recommandation personnalisée, c'est celle qu'utilise Google pour vous proposer des t-shirts. Si vous avez un jour essayé d'acheter un t-shirt en ligne, Google va vous proposer des t-shirts. C'est-à-dire en gros c'est un système de recommandation qui est basé sur ce que vous avez déjà fait en ligne. Et en particulier les systèmes publicitaires, de publicité en ligne, fonctionnent beaucoup avec ça. Dans la musique, c'est pas le cas. Enfin, c'est pas le cas. En tout cas, c'est pas uniquement ça. Et c'est très rare que ce soit uniquement ça, voire quasiment inexistant. Historiquement, il y a eu un premier modèle. Last FM, Pandora, on commençait par là, qui est plus le modèle dominant, mais je l'évoque quand même. C'est le modèle des recommandations basées sur le contenu, ou que d'autres appellent les recommandations objets. Les content-based systems, qui sont en fait composés à partir de similitudes sonores et ou de similitudes sémantiques, c'est-à-dire la manière dont des spécialistes ont annoté un certain nombre de morceaux. La grande majorité des cas, en fait, ça a d'abord été des données annotées. C'est-à-dire qu'il y a des spécialistes qui ont qualifié le genre, les caractéristiques musicologiques, l'instrumentation, les aspects mélodiques, les aspects symphoniques, les aspects tempo, etc. Donc qui rentraient un certain nombre de caractéristiques, jusqu'à 400 ou 500 par morceau, et qui permettaient d'avoir comme ça un profil de morceau, mais qui en fait sont des annotations de morceaux. Et puis du coup, l'algorithme dans ce cas-là, il travaille sur les annotations et ça permet de recommander des morceaux en fonction du calcul des plus similaires. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, l'efficacité du système, elle dépend de la pertinence des annotations, c'est-à-dire celles qui permettent de repérer des similaires, de leur poids respectif, puisque ça dépend, on peut plus ou moins pondérer tel et tel critère dans musicologique, et puis évidemment de la base de données à partir de laquelle les algorithmes travaillent. C'est-à-dire que plus la base de données est importante, plus on peut affiner le degré de similarité. Il y a un cas, à ma connaissance, c'est le seul qui l'utilise dans les plus connus, qui utilise vraiment ce qu'on a, qui justifie le fait qu'on dise content-based et qui a à voir du coup avec ce qui a été présenté tout à l'heure, du point de vue de la représentation de la musique, c'est Shazam. Shazam, je ne sais pas si vous connaissez cette application qui vous permet, quand vous êtes dans un bar et que vous entendez un morceau que vous connaissez mais que vous ne retrouvez pas le titre, vous lancez Shazam et vous avez des chances pour qu'il retrouve le morceau que vous cherchez. Vous avez des chances, ce n'est pas obligatoire, mais vous avez de grandes chances. Puis ils ont amélioré. En fait, Shazam, c'est le seul qui a inventé un algorithme vraiment basé sur le contenu sonore,
qui fonctionne sur un spectrogramme assez simple, c'est une espèce de codage par spectrogramme de la fréquence, de l'amplitude et du temps. Et plutôt que de le faire sur l'ensemble du morceau, Wang, qui est l'ingénieur mathématicien qui a inventé l'algorithme de Shazam, il a eu l'idée de se concentrer sur les moments les plus intenses. Parce que c'est vrai que s'il devait analyser l'ensemble du morceau, ça aurait un coût technique, enfin, voilà, ça prendrait beaucoup trop de temps, ce serait beaucoup trop lourd, et il s'est concentré sur des endroits d'intensité. Mais en gros, en général, ces systèmes-là, les systèmes qu'on appelle content-based, sont plutôt basés sur des annotations de la musique. Donc c'est la manière dont des humains ont qualifié. Ça, c'était la première époque. Enfin, ce qui a massivement changé, c'est qu'on est beaucoup plus passé ensuite à des recommandations par métadonnées associées, ce qu'on appelle les metadata-based systems, ou qu'on appelle parfois encore recommandations sociales, pour des raisons que je vais préciser. En fait, on a deux grands types de systèmes par métadonnées associées, ceux qui établissent des corrélations entre les utilisateurs et ceux qui établissent des corrélations entre les contenus, c'est-à-dire entre les morceaux de musique. En fait, ces systèmes ils utilisent des informations associées, des métadonnées associées, ça peut être le genre musical, ça peut être le nom de l'artiste, ça peut être la popularité, la réputation, ça peut être des annotations faites par les internautes, les folksonomies, ça peut être plein d'autres choses. Et à partir de ces métadonnées, les systèmes croisent les plus vendus, les plus écoutés, les mieux classés dans les bibliothèques de celles et ceux qui ont acheté et ou écouté ces morceaux-là. Alors, quand les corrélations sont faites entre utilisateurs, en fait, ça présuppose que les personnes qui ont des goûts qu'on se représente comme similaires, c'est-à-dire qu'ils ont acheté le même genre de disque, ou qu'ils ont acheté les mêmes disques, ou des genres qui se ressemblent, etc. Ça présuppose que ces personnes qui ont montré des goûts proches vont continuer à avoir des goûts proches. Donc autrement dit, ce sont des systèmes qui vont repérer des utilisateurs voisins, d'où le neighbor. C'est une espèce, il va faire une matrice avec des vous et au centre, et puis des cercles concentriques autour desquels il y a des plus ou moins voisins. Et en fait, on va vous faire des recommandations qui sont liées à des choix faits par d'autres qui auraient des goûts voisins et qui écoutent des choses que vous n'avez pas dans votre bibliothèque. On fait le même principe est adopté pour l'autre système par métadonnées, celui qui essaie de trouver les morceaux les plus similaires. Donc cette fois, ce sont les chansons qu'on essaie de modéliser. Donc cette fois, on recherche des contenus similaires. Alors, on va dire que dans le premier cas, ce qui est compliqué, c'est que des utilisateurs qui utilisent des applications, il y en a tout le temps, ça ne s'arrête jamais, et que du coup, c'est lourd parce qu'il faut l'alimenter. Il faut le faire travailler en temps réel tout le temps. Dans le second cas, quand on travaille sur des matrices liées à des comparaisons de morceaux, ça on peut le faire en amont. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Deezer rentre un morceau, il a déjà fait travailler la machine pour retrouver les morceaux les plus similaires. Et puis évidemment, on a des systèmes hybrides qui aujourd'hui mélangent les deux. Il y a des systèmes qui sont moins compliqués mathématiquement, on va dire, dont la finesse algorithmique, ou algorithmée pour faire un mauvais néologisme, est moins importante et qui marchent pas mal. Ce sont les systèmes qui ont associé la logique du EdgeRank, c'est-à-dire celle des réseaux comme Facebook ou Twitter, c'est-à-dire où la pertinence, où le premier critère, ce sont les réseaux eux-mêmes, c'est-à-dire les réseaux affinitaires, et en associant les réseaux affinitaires en métadonnées. Ça, c'est pas idiot du tout, puisque, pour le coup, une des caractéristiques qu'a bien montré la sociologie de la musique depuis longtemps, c'est que la musique, elle est bien souvent liée à des réseaux personnels, des sociabilités, que parmi les gens qui sont nos premiers prescripteurs, on a évidemment nos amis. Que même, comme l'a bien montré Dominique Pasquier, qui intervenait ici l'année dernière sur la question du genre, que dans l'âge adolescent, typiquement, la musique est extrêmement importante dans nos sociabilités et que les goûts musicaux sont très articulés au groupe des pairs. Donc, l'idée de croiser les réseaux affinitaires à des métadonnées, soit d'utilisateurs, soit de contenu, soit les deux, est plutôt une bonne idée et a rendu les choses plutôt efficaces. En n'oubliant pas deux choses, si on prend le cas de Facebook en particulier, la première, c'est que ce sont des réseaux d'abord de liens faibles pour
la sociologie, après Granovetter, ça veut dire tous les réseaux qui n'ont pas une dimension, enfin, tous nos liens qui, en gros, c'est caractéristique de notre modernité, tous les liens qui ne sont pas chargés affectivement. La modernité est caractérisée par le fait qu'on démultiplie les liens faibles. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'importance pour nous, puisque Granovetter parle même de la force des liens faibles, hein, mais qu'on a plutôt des liens professionnels, des liens avec des gens qu'on croise, etc. Et que les liens avec des gens avec qui on partage affectivement sont plus réduits. Deuxième chose, le goût musical est depuis le début avec Facebook quelque chose qui est constitutif de la présentation de soi. Donc la musique a une place centrale dans ces endroits. Alors, en fait, ces systèmes, ils embarquent des choses qui étaient déjà là depuis longtemps. Les premières choses qu'ils embarquent, et dont ils ont bénéficié, c'est des manières installées historiquement de classer, de ranger la musique. Les genres musicaux, les époques, les noms d'artistes, ça a été constitué. Alors, on ne va pas remonter jusqu'au calendrier grec, mais on va dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, on a commencé, enfin, rappelez-vous, il en existe encore, comment les choses étaient rangées dans les rayons de disques. Ça n'a pas beaucoup changé. Ça n'a pas beaucoup changé. Le fait de classer par genre, le fait de classer par époque, par origine géographique, qui est une vieille histoire, bien installée, et du coup, les données associées à la musique, elles ont beaucoup bénéficié de ça. Deuxième chose, l'industrie musicale n'a pas du tout disparu. Hein, elle a beau crier sur les toits que Internet l'a tué, c'est pas vrai. Et qu'on est plutôt avec plus d'intermédiaires qu'avant. Il y a iTunes, il y a Deezer, il y a Google, etc. Donc on n'est pas du tout avec un espace de relation directe, comme c'est fantasmé, entre des artistes et des auditeurs. Jamais de la vie. Enfin, je veux dire, même si vous postez aujourd'hui librement un morceau que vous avez composé chez vous sur iTunes, il y a iTunes entre vous et les utilisateurs, et c'est pas direct, et en plus vous allez toucher Peanuts à la fin. Enfin, c'est vraiment Peanuts. Et puis, alors peut-être, puisque comme d'habitude j'ai prévu trop long, ce que ça change, pour pas faire croire que ça ne change rien. Évidemment que ça change des choses. Donc deux nouveaux intermédiaires qui ne faisaient pas partie de l'économie de la musique, qui ne mettent pas en dessous de l'économie de la musique. On est passé de quelque chose qu'on pourrait appeler une économie de la prescription, c'est-à-dire qu'on avait le classement du hit parade, c'était le classement des meilleures ventes, c'est encore le classement des meilleures ventes, un type top 50, mais les gens n'achetaient pas Julien Clerc parce qu'il était classé premier, ils achetaient Julien Clerc parce que Julien Clerc passait beaucoup à la télé, beaucoup à la radio. Donc en fait, le rapport entre le fait que les disques les plus vendus, ce sont ceux qui sont les mieux classés, ce sont ceux qui sont les mieux diffusés, qui se mordent toujours la queue, il est bien médié par un certain nombre de dispositifs de prescription, de critiques, télévisuelles, radiophoniques, etc. Ce que changent du coup les algorithmes, c'est qu'ils intègrent tout ça directement. C'est sous le même régime que tout ça est intégré. Donc la logique du palmarès continue, mais on est passé à une économie de ce que... Alors, encore Dominique Pasquier, vous pouvez aller lire si ça vous intéresse le numéro de réseau qu'elle a dirigé en 2014 sur les jugements profanes en ligne, un très beau numéro alors, qui s'intéresse autant à l'hôtellerie qu'au cinéma, etc. Et dans laquelle il est bien montré qu'en fait on passe à une économie de la prédiction. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que je terminerai là-dessus pour laisser les discussions s'ouvrir, mais mon voisin peut tout à fait me dire j'ai écouté tel truc de Steve Reich, c'est génial, il faut que tu écoutes. Mais comme on ne se connaît pas, on vient à peine de se rencontrer, et là, il peut toujours me dire ça, je ne peux pas lui faire confiance puisqu'on ne se connaît pas. D'accord? Mais ça, c'est un principe qu'il ne faut surtout pas oublier. C'est-à-dire qu'en fait, les recommandations faites par ces systèmes de recommandation, ça vaut le coup d'interroger la confiance qu'on leur donne. Et, en tout cas, du passage du hors ligne à en ligne, la question de la confiance, elle est extrêmement importante à interroger. En gros, ces systèmes de recommandation, c'est possible qu'ils nous donnent des informations, c'est beaucoup moins probable qu'ils fassent prescription. Par contre, ce qu'a bien montré Dominique Pasquier dans le numéro de réseau, c'est qu'on est en train de passer à une économie de la prédiction. C'est-à-dire que tous ces nouveaux intermédiaires, ils disent à l'industrie musicale, on peut prédire l'avenir. On peut prédire l'avenir, on peut vous dire que c'est ça qui va marcher. C'est ce qui se passe aussi pour aller au cinéma, par exemple, au cinéma. Je terminerai là-dessus, ce qui revient à ce que Emmanuel Souchier et Yves Jeanneret ont appelé un fantasme enfantin de toute puissance.
C'est-à-dire l'idée qu'on puisse modéliser mathématiquement l'ensemble des comportements, c'est une négation, non pas qu'ils ne soient pas efficaces, hein, je ne sais pas que j'étais clair là-dessus, c'est que c'est une recommandation, ils sont efficaces parce qu'ils embarquent du social, parce qu'ils embarquent une histoire, parce qu'ils embarquent des catégories qui existaient avant, etc. Mais que l'idée qu'on peut tout modéliser, en fait, non pas qu'elle va permettre de surveiller qui que ce soit, enfin arrêtons de, soyons un petit peu réalistes, c'est pas ça la question, c'est que par contre elle est une négation du fait que notre expérience musicale, elle est pour le coup plus singulière que ça. Vous êtes peut-être déjà retrouvé en boîte de nuit à danser frénétiquement sur la musique électronique que vous n'écoutez jamais, et peut-être que du coup vous y retournez tous les samedis. Mais dans votre Apple, dans votre disque, sur Deezer, jamais vous n'écoutez ce genre de musique. L'expérience musicale, elle est faite d'imprévus, et que cette idée qu'on puisse modéliser à partir de choses qu'on a classées à un endroit est une négation de ce que c'est que l'expérience musicale singulière, je m'arrêterai. Merci François. Bon, j'ai été navrée d'apprendre que les mathématiques ont une responsabilité dans la mort des disquaires. Mais bon, j'espère que nos deux autres orateurs pourront prendre leur défense. Je suis sûre que vous avez plein de questions à leur poser. Peut-être que vous avez envie de dire à Romain Joly que la casserole est votre instrument de musique préféré. Ou alors peut-être que vous avez cerné les goûts musicaux de François et que vous avez des CD à lui conseiller. Donc la parole est à vous. Question pour le dernier orateur. Il y a quand même une partie personnelle dans le choix de la musique. Et même s'il y a évidemment une influence, il y a un peu de l'éducation, un peu de ce système, ce réseau que vous venez de dire, est-ce que la sociologie s'occupe aussi de comment les personnes vont réagir de quelque sorte, justement, pour le côté composition de la musique ou choix personnel, quand on n'est pas en boîte, quand on est tout seul, quand on n'a pas de voisin. Qu'est-ce qu'on va choisir comme musique plutôt que quelque chose d'autre? Est-ce qu'il y a une vraie influence ou on revient quand même à ce propre choix? Est-ce que la sociologie s'occupe aussi de ça ou pas? Alors sur les choix, si nous pouvions faire une enquête un petit peu consistante sur la manière dont les uns et les autres, derrière leurs ordinateurs, en solitaire, utilisent ou pas ces systèmes de recommandation comme des modes de choix, je pourrais vous répondre. Par contre, là où je serais relativement affirmatif, c'est que ces systèmes, pas eux-mêmes, mais l'ensemble de ce qui se déploie aujourd'hui sur Internet est encore plus au bénéfice des grands amateurs de musique qu'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui écoute beaucoup de musique, qui a des goûts plus ou moins pointus, qui a des goûts diversifiés, Internet c'est génial. Internet c'est génial. Celles et ceux pour qui la musique est moins importante, il n'y a aucun problème avec ça. Enfin, acceptons qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire de la musique. Ils ont droit, c'est la moindre des choses, mais que pour le coup, peut-être que ces systèmes sont relativement commodes parce qu'ils ne savent pas vraiment quoi choisir et que du coup ça ouvre des choses. Mais je pense que c'est important de ne pas confondre l'information qu'on nous donne et les choix qu'on fait. Et qu'aujourd'hui, voilà, les grands érudits, les grands amateurs, voilà, je pense qu'Internet accentue, alors pour le coup, c'est pas du tout de ce point de vue un espace déhiérarchisé horizontal, c'est qu'il accentue la différence entre celles et ceux qui écoutent beaucoup de musique, qui ont beaucoup d'intérêt, qui vont trouver du coup des disques qu'ils n'auraient jamais trouvé avant, etc. Et puis des personnes pour qui la musique a beaucoup moins d'importance, que l'écart s'est encore agrandi, et que pour le coup, Internet est un espace peut-être plus hiérarchisant qu'avant, de ce point de vue. Non pas qu'il soit hiérarchique en soi, mais que du coup, entre celles et ceux qui ont d'autres modes d'accès, et celles et ceux qui n'utilisent que Deezer ou que iTunes ou que Spotify, l'écart est encore plus grand. Pourquoi? Parce que vous avez sans doute connu comme moi l'époque où dans n'importe quelle ville moyenne de province, on descendait en bas de la rue et il y avait 3 disquaires indépendants. Parce qu'il y avait une presse spécialisée musicale un petit peu généraliste. Enfin un petit peu, et spécialisée et généraliste. Parce qu'à la radio, on n'était pas tout le temps avec les mêmes morceaux qui tournaient. Parce que, etc. etc. Donc bien sûr qu'on continue à avoir un certain nombre d'endroits où il y a des radios qui ne font pas tourner les mêmes morceaux, mais du coup, il faut les connaître. Donc, qui va écouter ces radios? Bien sûr qu'il y a des blogs d'amateurs de hip-hop subliminal qui est connu par 3 personnes à New York et à Paris, et que ça mais du coup, qui y va? Donc, sur la question des influences, je pense qu'il faut accepter que, heureusement, je veux dire, la manière dont nous faisons des choix musicaux n'est pas uniquement dépendant d'Internet,
Et Internet peut être drôlement bénéfique. Vous savez peut-être hein, qu'aujourd'hui, le marché de la musique, 70% c'est encore du marché physique. Hein. Donc la révolution streaming, ça fait 10 ans qu'on nous en parle. Pour l'instant, la majorité de ce qui se vend encore en France, ce sont des disques. 70% du marché aujourd'hui, en 2014, hein, c'est les dernières données. Et que donc, bien sûr, on a tout un tas de modes d'accès à la musique, tout un tas d'autres expériences. Ce qui est sûr, c'est que le moment dans notre socialisation où on se forme le plus nos goûts, c'est-à-dire l'adolescence, c'est-à-dire que la preuve, hein, aujourd'hui, dans les scènes de musique actuelles, on n'a que les quarantenaires et les cinquantenaires, c'est-à-dire qu'ils continuent à écouter du rock indé parce qu'ils en écoutaient quand ils avaient 15 ans. Donc, c'est plus de la musique pour les jeunes, c'est de la musique pour les quarantenaires. Donc, ce moment de la socialisation, ce qui est sûr, ça c'est vrai, c'est que le premier mode de conseil, c'est le bouche-oreille. Et on pourrait dire que les réseaux sociaux ont décuplé ça. C'est-à-dire que le premier mode de conseil, les premiers à qui on fait confiance, c'est celles et ceux qu'on connaît bien parce qu'on sait qu'ils écoutent des choses qu'on apprécie en général. Et bien souvent, c'est nos amis. Donc, on va dire que, voilà, en termes d'influence, le bouche à oreille, il est encore central parce qu'il se déploie de manière très forte, très massive, à l'âge où on constitue nos goûts en propre, pour le coup. On voit bien que du coup, c'est toujours un jeu entre... C'est très social, c'est très articulé à notre groupe d'appartenance, de pairs, je veux dire, pas d'appartenance en termes de classe sociale, mais en termes de pairs, de nos groupes d'amis, qui peuvent avoir des rapports avec la classe sociale, mais pas toujours. Et la singularité de son goût. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas, on a des goûts singuliers qu'on partage, ça pour le coup, Internet n'a rien changé, c'est qu'on a des goûts collectifs à partir desquels on se singularise. Déjà, merci pour les trois exposés qui étaient très très clairs, qui étaient intéressants. À vous écouter tous les trois, en fait, mis à part la musique du sud de l'Inde que je connais très mal, on a l'impression qu'on tend vers une musique qui est de plus en plus disséquée, de plus en plus comprise dans les moindres détails, informatiquement, etc. Du coup, à quelle distance on est là d'un morceau, d'un album, d'une symphonie entièrement générée en un clic dont on sait qu'elle va plaire à tout le monde, etc. C'est un peu attaché à l'idée de conformité que tu as discuté un peu avant. Pour moi, on est toujours dans un état de lutte entre la partie conformiste et anticonformiste qu'on a. Et donc la musique, on essaie toujours de faire des choses d'un point de vue créatif, en fait. Je suis toujours en train de déplacer ma partie conformiste. C'est-à-dire que je veux toujours essayer de casser la partie technique, la partie mathématique qui est un peu conforme, pour arriver à des choses qui sont un peu plus poétiques. Je l'appelle raison poétique, et pour moi la raison poétique c'est a priori par rapport à la raison technique. Donc, comme je disais avant, tous les systèmes logiques algébriques ça donne pas trop d'informations par rapport à la création. La création, c'est pas trop lié à la formalisation. C'est toujours a priori de la formalisation, donc c'est toujours la choix qui est un peu important de la création. Donc c'est-à-dire que c'est pas possible de faire la symphonie de façon automatique. Je vous explique pourquoi. Pour moi. Il y avait dans les années 50 des pièces qui s'appelaient structure 37, structure 39, c'est comme ça. Ce sont des pièces qui sont liées à la combinatoire. C'est-à-dire qu'il y avait un groupe de notes et la pièce terminait quand toutes les combinaisons étaient jouées. Donc il y avait 37 combinaisons, par exemple. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est non, je vais utiliser la combinaison 2, 3 et 23. Pourquoi? Pourquoi ça me plaît beaucoup? C'est ça la raison. La raison, c'est toujours poétique, c'est pas technique. Donc je pense qu'on ne peut rien faire avec la technique si on n'a pas de raison poétique avant la technique. Et c'est pour ça que je pense que c'est toujours ça la difficulté de lier tous les aspects mathématiques et computationnels qu'on a. Il faut toujours casser, plier la technique à des choses qu'on ne peut pas formaliser. Ils ne doivent pas être formalisés pour moi. C'est ça la raison. Voilà. Peut-être, pour rebondir juste sur ton dernier mot, je pense que c'est aussi important de comprendre qu'il y a
il y a une chose qui est d'analyser mathématiquement, par exemple, ou scientifiquement quelque chose, et le plaisir qu'il y a derrière. Donc, par exemple, pour juste, donc évidemment, c'est ultra simplifié mon concept d'une note, c'est joli, c'est une jolie note, c'est des fréquences qui sont multiples les unes des autres. D'accord? Donc, déjà parce qu'il n'y a pas que ça qui est joli en note, y compris le gong, c'est assez agréable. Mais aussi, bon, même si on se réduit à ça, c'est pas pour ça qu'on a compris pourquoi c'était joli. C'est juste un constat. Voilà, donc pareil, mathématiquement, on peut comprendre pourquoi les accords majeurs et mineurs, c'est des accords qui sonnent bien, en tout cas à première vue, dans la plupart des cultures du monde, parce qu'on voit une structure mathématique derrière. Par contre, pourquoi le cerveau trouve ça chouette, ça reste des mystères qui sont difficiles. Donc il faut séparer, quand on fait ce genre de choses, on essaye de comprendre les choses mathématiquement, mais c'est pas pour ça qu'on est en train de dire, on comprend pourquoi c'est beau. C'est juste, on analyse, on reste prudent sur ce que c'est un truc vraiment beau ou pas. Oui. Bon, en fait, je pense qu'il y a toujours des aspects qui sont culturels et des aspects qui sont physiques. Tu vois? En fait, les sons, on n'a pas inventé la loi harmonique, c'est la loi qui t'ai expliqué avant, c'est-à-dire les rapports entiers entre les sons. C'est quelque chose de physique qui existe avant l'être humain. Mais par contre, il y a des raisons culturelles qui donnent un peu l'idée de beauté, l'idée de compréhension du son. Et donc, c'est la perception qui est fortement, strictement culturelle. Et il y a des exemples très, très forts de différences culturelles. La musique balinaise jouée par des différences de pitch, de hauteur très petites. C'est pas bien compris des musiciens, voilà, français ou italiens, parce qu'ils n'ont pas les racines culturelles pareilles voilà, donc je pense que c'est difficile de dire si c'est où la limite entre la partie culturelle et la partie physique, mais c'est vrai que, comme tu disais, la construction du son, au niveau physique, c'est comme ça. Si je tape la table ça va bouger avec la loi harmonique ou pas. Mais il faut toujours choisir, je pense. La différence, c'est la possibilité de choisir. Choisir, c'est toujours quelque chose qui nous donne les goûts et l'idée de beauté. C'est le choix, je pense. Au niveau sociologique, je pense aussi. Tu disais avant de la conformité. En fait, ça m'étonne beaucoup. Parce que si tu penses que les conseils qui t'ont reçu de ton truc pour la pièce, la musique, les morceaux, ça marche très bien et ça veut dire que c'est conforme, c'est quelque chose qui est bien classifié, bien catégorisé. Et bon, il nous reste toujours le choix. Il nous reste toujours le choix, c'est ça que je veux. Bonjour et merci. Je me demandais, dans le monde où on vit aujourd'hui, avec la mondialisation et tout, on est de plus en plus ouvert sur l'international. On est de plus en plus ouvert à la découverte de cultures qui ne sont pas forcément la nôtre. Est-ce que c'est pas étonnant de voir que justement des outils comme Deezer ou enfin l'outil de recommandation de Deezer continue à fonctionner un peu comme le fait la recherche, en fait, à spécifier de plus en plus les types de musique et aller vers des choses de plus en plus pointues et pas forcément vers la rencontre de styles musicaux différents, sachant que la musique, les nouveaux styles de musique sont toujours nés de rencontres de styles de musique différents. Deezer n'a certainement pas l'objectif d'inventer de nouveaux genres musicaux. Faut être clair sur les motifs de Deezer. C'est un quasi pure player. C'est quelqu'un c'est une entreprise qui au départ n'a pas de rapport de l'intérieur à ces questions-là. Ce que j'ai essayé de montrer tout à l'heure, c'est que dès lors qu'on corrèle, dès lors que le point de départ des corrélations de ces systèmes, c'est des similitudes, dont on peut interroger d'ailleurs la pertinence, avec ce que ça présuppose pour comprendre nos goûts, hein, mais avec quelque chose qui n'est pas complètement idiot, c'est-à-dire que c'est ce qui explique leur efficacité. Nos goûts sont liés à ce qu'on a écouté avant, nos goûts sont liés à nos amis, nos goûts sont liés à des gens qui écoutent les mêmes choses, etc. Mais pour le coup, mathématiquement, dès lors que le critère ultime, l'étalon ultime, c'est le plus grand nombre de similitudes.
Donc de toute façon, mathématiquement, ça favorise du conformisme. C'est obligé. Puisque, voilà, c'est pour le coup, mathématiquement, je ne vois pas comment ça peut... Et que la base de données, c'est une base de données interne. Hein. Dans ce que vous dites, moi, il me semble qu'il faut aussi voir, d'une part, que ça n'empêche personne de ne pas choisir d'écouter ce qu'on nous propose, et surtout que c'est pas si fréquent que des gens qui ont un intérêt fort pour la musique se contentent des systèmes de recommandation. Mais alors, en termes... et que donc, du coup, ils vont découvrir ailleurs. Ils vont découvrir par des amis, par des radios, par des fanzines, par des blogs. Donc pour vous, c'est pas symptomatique de la manière qu'on a de penser la musique en tant qu'auditeur? Je pense qu'il n'y a pas, ça reste assez pluriel, encore une fois, mais avec encore quelque chose comme, moi je fais l'hypothèse qu'il y a bien quelqu'un qui va nous sortir de l'autogénération musicale, de mélodie, pas de symphonie, mais de mélodie. Qui va écouter ça? Enfin, je veux dire, on va vite s'en lasser. Moi, je peux vous dire, j'ai travaillé sur, je me suis intéressé à des productions de masse, à ce que faisait Britney Spears ou Lady Gaga. Parce que je me suis dit, c'est bien les trucs des grands amateurs qui écoutent qu'un truc très pointu, mais la majorité des gens n'écoutent pas ça. Donc intéressons-nous en essayant surtout pas de dire que c'est pas la musique, etc. C'était pas mon point. Et un des éléments qui est ressorti de mon enquête, c'est que au bout d'un moment, même les gens qui ont peu d'intérêt pour la musique, si on les prend trop pour des couillons, pour être poli, ça marche pas. Ça finit par plus marcher. Britney Spears a essayé de faire appel à ses fans sur des tonalités tellement réifiantes, tellement méprisantes, y compris dans les formes musicales, c'est-à-dire au bout d'un moment, ça finit quand même par s'épuiser. Donc ça, voilà, le conformisme, il a des limites parce que, pour le coup, ça voudrait dire qu'on ne vivrait plus une expérience musicale. Donc quel intérêt d'écouter des trucs qui ne nous font plus vivre une expérience musicale? Alors, au bout d'un moment, ça va se tarir, donc ce sera un fond, un peu fou. Ce ne sera plus une expérience musicale, au sens de quelque chose qu'on vit comme un moment où on écoute de la musique, quelles que soient les mises à disposition. Qu'on prenne des drogues pour aller en rave party, ou qu'on se mette dans son salon tout seul avec un cigare et un cognac pour écouter un morceau de baroque, ou qu'on aille entre copains à un concert. Tout ça, c'est pas simplement des mises en situation, c'est ce qui nous fait vivre une expérience musicale comme expérience musicale. L'idée de générer des trucs comme ça, des mélodies automatiques, au bout d'un moment, ça va perdre sa qualité musicale pour les gens qui la vivent. Pas pour moi, c'est pas un point de vue normatif sur ce qu'est ou pas de la vraie musique, c'est qu'au bout d'un moment, ça ne sera plus vécu comme une expérience musicale, ça sera autre chose. Ce sera comme toutes les pubs qui nous arrivent à l'écran et pour lesquelles on est tous contents d'avoir des applications pour plus les voir. Enfin, les publicitaires fantasment que ça fait vendre, mais non, ça ne fait pas vendre. Ça fait apparaître des trucs qui au bout d'un moment nous fatiguent et dont c'est comme quand on allait pisser quand il y avait des pubs à la télé, c'est pareil. Enfin, je veux dire, c'est la même chose, ça a une espèce de fantasme d'efficacité de ces systèmes qui au bout d'un moment, à force d'être omniprésents, en fait disparaissent de notre rapport à ce qui se joue, quoi. Peut-être juste... il me semble que ça existe déjà. J'ai déjà entendu un morceau qui était un Chopin généré par ordinateur et ça marche très bien. Sur un blind test, j'aurais dit Chopin. Ouais. Mais c'était Fontaine, machin. Après, je vais juste revenir sur le fait de penser que justement les mathématiques vont forcément plus en plus segmenter les choses et rajouter de la conformité. Là, toujours pareil en fait avec les sciences, ça dépend ce qu'on en fait. Donc, et en fait au contraire, donc justement d'un point de vue sociologique, on a forcément on a une culture, donc on a certains préjugés, et donc forcément le rock des années 70 c'est un domaine à part entière et on va rapprocher ensemble tous les gens qui font du rock dans les années 70. Et bien justement éventuellement l'ordinateur qui n'a pas ses préjugés, si on l'utilise, alors pas de façon systématique, mais si on l'utilise pour essayer de trouver des rapprochements que nous n'aurait pas pensé parce qu'on a des préjugés culturels, et bien ça peut marcher. Donc c'est-à-dire de dire, on prend par exemple Shazam, je sais pas, j'avais pas fait l'expérience, mais je pense qu'on peut tester. Vous prenez Shazam, vous prenez un morceau, vous brouillez pour qu'il puisse pas se trouver. Vous faites une petite modification, comme ça il aura du mal à trouver le bon morceau, et peut-être qu'il vous proposera des choses qui a priori culturellement pour vous n'ont rien à voir avec le morceau. Mais sauf que lui, comme il a regardé d'un point de vue mathématique le truc comme ça, il a dit tiens ça ressemble à tel autre truc, et puis vous dites ça n'a rien à voir, sauf qu'en fait ça ressemble, mais juste parce que lui il n'avait pas le préjugé derrière. Donc toujours pareil, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait. Donc si on utilise des maths pour segmenter encore plus, forcément ça segmente, et si vous essayez pour essayer de trouver des liens entre deux morceaux de musique qui ont des cultures, de cultures complètement différentes, vous pouvez d'un coup trouver des liens complètement différents qui zappent le culturel, parce que là pour le coup les maths sont
ne voit pas la culture. Bon, ben parfait, comme ça on va pouvoir rentrer chez nous avec un exercice à faire. Donc brouiller le Shazam. J'espère que cette conférence débat vous a plu. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était très intéressant et que surtout ça suscitait beaucoup de réflexion. Donc je pense qu'on peut remercier chaleureusement nos 3 orateurs.